Karim Si, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, moi, je voudrais savoir comment définiriez-vous en quelques mots Jokalab? Jokolab, déjà ça vient du Wolof, Joko, qui veut dire connexion, communication, etc. On s'est inspiré des principes de l'Ubuntu et de l'approche des hackers et des communautés open source pour en fait se dire qu'aujourd'hui on est tous interconnectés. Donc on doit recréer du lien dans ce nouveau monde. Donc du lien entre les entrepreneurs, du lien entre les organisations publiques, privées, petites, grandes et les personnes et les citoyens en dernier recours pour faire ce qu'on appelle un écosystème de l'innovation ouverte. Donc un écosystème vertueux qui permet de réunir tous ces mondes autour d'une dynamique qui se fait virtuellement avec les réseaux sociaux, les différentes plateformes qu'on peut avoir, mais physiquement aussi, avec des espaces physiques qu'on a ouverts, des espaces d'innovation qui vont permettre aussi des rencontres physiques pour consolider les liens. Alors, en préparant cette interview, j'ai vu que vous étiez qualifié également de premier coworking en France. Comment réussir ce pari de devenir en fait le premier coworking, pardon, c'est pas en France, on est en France aujourd'hui, mais plutôt en Afrique de l'Ouest? Alors, on n'a pas été loin d'être le premier même en France, effectivement, parce que quelque part, on faisait partie d'un réseau. Il y avait 700 espaces de ce type-là à l'époque. Alors il faut voir que le terme s'est galvaudé entre-temps, parce que quand on parlait de coworking à l'époque, c'était vraiment issu des communautés technologiques, des communautés de talents créatifs en fait qui se regroupaient. Donc qui pouvaient travailler chez eux à partir d'Internet et de leur portable, et qui ont vu que quand même être isolé et travailler, c'est quand même pas génial. Et donc, il vaut mieux entreprendre ensemble, construire ensemble. Donc, dès le départ, en fait, il y avait une logique de collaboration. Il y avait une logique aussi d'ouverture. Il y a une logique de mutualiser des pratiques, de faire aussi une démarche d'apprentissage par les pairs. Et donc de rompre un isolement. Ce qu'on a perdu dans certains espaces qui maintenant restent juste des espaces où on vient, on trouve un bureau et une connexion Internet. Donc il y a toute cette dynamique de créer un espace qui stimule la créativité de par son aménagement, etc. et autres, mais aussi qui favorise la collaboration et qui aussi accompagne dans les événements et tout ça. Alors aujourd'hui, nous sommes à Paris, nous sommes au ministère et surtout nous assistons ensemble aux journées Afrique, développement et numérique. Comment définirez-vous la situation africaine en termes d'innovation et du numérique? L'Afrique, comme on le sait, l'Afrique est diverse. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est comme partout d'ailleurs, du rural, de l'urbain, des illettrés, des non-illettrés. Donc vraiment, on a tout. Et en fait, la situation du numérique est vraiment le reflet de cette situation de l'Afrique. Peut-être la grande nuance, c'est que le numérique peut être porteur de très grosses opportunités, plus qu'on a pu en voir par le passé. D'abord parce que les investissements sont moindres lorsque l'on sort de l'infrastructure, qui elle est des fondations en fait pour développer ça. Et deux, on a aussi une fenêtre finalement sur le monde parce que Internet n'a pas de frontières. Quand je vois un jeune qui est au Bénin et qui arrive à se générer un revenu de 35 millions de francs CFA par an sur les États-Unis grâce à une plateforme alors qu'il n'a jamais été aux États-Unis, on voit bien que là on ouvre des possibilités qui n'existaient pas avant. Et donc c'est ce qui est un peu dur à appréhender, d'autant plus qu'après le secteur des technologies intervient finalement dans tous les grands enjeux qu'on a. Les enjeux de gouvernance, on a vu tous les débats autour des fichiers électoraux, etc. Mais enjeux de gouvernance aussi sur comment l'État peut être plus performant, plus optimal. De l'autre côté aussi, des enjeux économiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va développer ce secteur de l'économie numérique au-delà des opérateurs télécoms pour avoir des développeurs, pour avoir des entreprises qui font des choses, etc. Pourquoi Facebook s'est développé à partir d'un jeune étudiant dans une université américaine. Donc il faut qu'on arrive à amener nos talents aussi à se révéler. Et enfin, des enjeux de société. C'est-à-dire, on sait très bien aujourd'hui que Internet, c'est le meilleur et le pire. C'est-à-dire, nos enfants peuvent aller dessus et trouver des choses incroyables.
Donc il faut qu'on se pose la question de quelle est la société dans laquelle ça peut casser les liens sociaux. On voit l'impact que ça a sur les jeunes en Asie ou autres qui ont perdu tous les liens sociaux qui sont importants pour nous. Et donc là, il y a une vraie question à se poser. Ça avait déjà été posé et porté par le sommet mondial de la société de l'information. C'est pour ça qu'on avait parlé de société de l'information. Donc il ne faut pas le restreindre juste à la dimension économique. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on a quand même une infrastructure qui est en train de remettre en question tout dans le monde. Et donc, et on le voit bien, c'est-à-dire même des pays comme la France, ils l'ont avoué durant les journées, eux-mêmes sont déstabilisés. Donc c'est même pour nous une opportunité aussi. Mais aujourd'hui, on est confronté à des enjeux qui sont mondiaux. La crise écologique, le changement climatique, la crise économique, la crise politique, etc. Tout le monde la vit, que ce soit les pays avancés ou nous. Donc, face à ça, on a tous quelque chose à proposer et on a aussi une problématique qui est mondiale. C'est pas pour rien qu'on voit des plateformes mondiales ressortir pour gérer ces crises-là. Donc aujourd'hui, comment l'Afrique participe à ce concert des nations pour amener son son et sa tonalité qui lui est particulière. Si on devait encore parler de Jocolab, vous avez réussi à compter parmi les entreprises qui vivent dans vos établissements une cellule de la Société Générale. Comment avez-vous réussi ce coup? Qu'est-ce qu'on a fait à Jocolab? À Jocolab, comme je l'ai dit, on a bâti un écosystème de l'innovation ouverte. Ça se traduit par les espaces, mais ça se traduit aussi par des entrepreneurs qui sont reliés à ces trucs, par des communautés que l'on aide à faire émerger, des communautés avec lesquelles on se connecte, que ce soit des entrepreneurs, des techs, des choses et autres. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question de demain. Et en ce sens-là, à travers tous ceux qu'on voit passer, on propose aussi des choses. On a été impliqué pour faire une plateforme, par exemple, participative pour les élections et le monitoring des élections au niveau du Sénégal, qui impliquait et la société civile et les partenaires au développement et les trucs. On a lancé un projet qui s'appelle Joko Kids où on amène de la créativité chez les enfants, les formes à la robotique, au développement, etc. Et donc on monte ce qu'on appelle les Kids Labs. On a des projets sur la santé, par exemple on fait la cartographie sanitaire, des trucs. Donc on est impliqué aussi sur la production en fait de biens communs, dans le même sens. C'est tout ça qui vous aide en fait à attirer des grands noms comme la Banque française, Société Générale. La Société Générale, quand ils sont venus, ils ont dit nous on veut ouvrir un lab. Alors ils ont fait une étude sur toute la zone. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent venir et ouvrir leur lab tout seuls. Parce qu'ils ont les capacités, ils ont le moyen. Ils peuvent venir et se greffer à une initiative qui existe déjà, ou bien ils peuvent faire un truc un peu mixte. On est venu à discuter et finalement, on leur a dit si vous venez, vous intégrez la communauté. Donc en fait, aujourd'hui, plus qu'un partenaire, pour nous, la Société Générale est un membre de la communauté. Et c'est ce qu'on dit. Un écosystème, c'est quoi? C'est des petits poissons avec des gros, avec des requins et des choses. Ils sont tous dans la mer, mais la mer, elle est harmonieuse. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on recrée si on veut avoir un développement qui se fait. Donc là, avec la Société Générale, c'est dans cette discussion qu'on a eue. Et c'est très intéressant parce qu'aussi, souvent, on craint, on dit voilà, la grosse entreprise va venir, ils vont manger tout le monde. Et c'est ce qu'on a discuté avec eux. Ils ont écouté, ils ont intégré le truc et donc on a conçu le programme. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? C'est le laboratoire d'innovation de la Société Générale pour l'Afrique qui est installé dans nos locaux à Dakar, le hub de Dakar, un des hubs, parce qu'aujourd'hui on en a plusieurs, qui sont en train de se déployer et donc ils travaillent aussi sur l'Afrique, donc sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. à partir de Dakar et donc en lien avec le groupe Société Générale et les différentes filiales. Et donc, on accompagne maintenant des startups. C'est-à-dire, il y a eu un petit premier programme, on a soumis une problématique, réinventer la relation client en agence. Des jeunes startups ont proposé des solutions innovantes. Il y a eu plus de 500 propositions. Il y en a 3 qui ont été retenues, une de Côte d'Ivoire, une du Sénégal, une du mix Bénin-Sénégal. Aujourd'hui, en quoi c'est vertueux et en quoi la Société Générale est une approche qui est bienveillante? Ils sont accompagnés par le laboratoire d'innovation pour travailler sous forme de prestation avec la Société Générale, ce qui est déjà quelque chose d'énorme puisqu'on a une start-up qui travaille avec un des plus grands groupes mondiaux dans la finance. Et on sait bien la difficulté que peuvent avoir même des grandes entreprises à travailler avec des grands groupes de ce type-là. Et dans un deuxième temps, ce test-là, s'il marche, en fait, la société start-up qui reste propriétaire de son logiciel peut se retrouver finalement à diffuser ça dans tout le réseau de la Société Générale dans le monde.
on voit bien que là, la Société Générale a fait plus que juste faire un prix, sourcer des idées. Elle a mis en place un dispositif qui l'aide, elle, effectivement, à trouver des nouvelles approches pour réinventer la banque de demain, mais aussi à créer une voie pour aider des petites startups à grossir et à devenir des acteurs de demain qui vont être importants dans l'économie numérique. Alors, l'importance dans l'économie numérique, nous allons revenir. Je vous garde encore quelques minutes, monsieur Si. Mais je voudrais savoir, vous êtes implanté partout et surtout, comment dirais-je, entre les pays francophones et anglophones. La grande interrogation, c'est de savoir comment vous arrivez à surfer entre ces deux types d'entrepreneurs, tout en sachant qu'on a vraiment une grande différence à faire entre l'entrepreneur francophone et l'entrepreneur anglophone. Comment vous arrivez à vous en sortir dans cet univers? Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Donc je pense que vous prenez un entrepreneur aux États-Unis, en France, en Chine, au Sénégal, au Kenya et au Johannesburg, c'est le même. Ils ont les mêmes types de réflexes, de comportements, de compétences. Après, ce qui va se passer, et nous, c'est ce qu'on essaye de casser avec les entrepreneurs de notre réseau, c'est de leur dire, attention, aujourd'hui, il faut penser global. C'est-à-dire, il ne faut pas être juste... Tu as un entrepreneur aux États-Unis, dès le départ, il se dit, bon, moi, mon marché, c'est le monde. Bon, alors des fois, le monde... Le francophone, lui, peut-être, il se restreint. J'ai dit l'américain, je n'ai pas dit l'africain anglophone. Donc il y a déjà une petite première nuance. Mais ils ont hérité un peu de cette manière de penser, puisqu'ils se sont baignés dedans. Et donc, mais des fois aussi, les Américains, le monde, ça se résume aux États-Unis. Donc aussi, ils ont leur problématique. Hein. Je pense qu'on a, du coup, il faut qu'on arrive à accompagner cette ambition. Et ce qu'on fait avec le réseau Jocolab, puisque aujourd'hui, à travers ce réseau, on veut aider les entrepreneurs à être plus présents dans les autres pays, à aller sur d'autres pays, voire même venir sur le marché occidental via la France, etc., via les différents hubs qu'on a créés. Et donc, je pense que c'est là que ça change, et aussi sur l'environnement. Des affaires clairement qui peut être plus difficile. Et d'où aussi l'importance de s'ouvrir au monde. C'est-à-dire on peut avoir un très bon projet et l'écosystème dans lequel on est n'est pas favorable pour le faire émerger. Dans ce cas-là, bougeons. Allez en Côte d'Ivoire, allez au Maroc, allez en France. Donc ça, aujourd'hui, on crée cette facilité pour nos entrepreneurs aussi, pour leur permettre justement d'être en lien. Et bien sûr, de plus en plus, on crée des passerelles aussi avec d'autres partenaires, type Société Générale. Mais nous, les partenaires qui vont être dans l'écosystème, chaque fois qu'on discute avec eux, c'est pour leur dire attention, il faut que vous soyez bienveillants et que vous apportiez quelque chose qui va plus loin. Parce que ce qui est clair, c'est que de plus en plus, on a des partenaires qui viennent, ils veulent profiter de l'effet de mode, on va dire, et dire je suis partenaire de Jocolab. On fait très attention parce qu'on veut justement que demain, on dise bien que les entrepreneurs et les organisations qui sont dans notre réseau, ces entrepreneurs qui ont vraiment des valeurs d'ouverture et de partage qui sont claires. Alors, une dernière question, ça serait de vous demander qu'est-ce que vous attendez finalement de ces journées Afrique qui sont réservées à l'innovation et au développement numérique? Je pense innovation et développement, ça va ensemble. Pour moi, l'Afrique, c'est la page blanche. Et si on le fait intelligemment, qui va sortir les solutions de demain. C'est-à-dire face aux enjeux qu'on a, changement climatique, problème d'accès à l'eau, problème de nourrir la planète, etc. On a aujourd'hui une Afrique qui fait partie de la solution. On va avoir une des plus grosses populations mondiales, la 3e population mondiale en Afrique. On a la plupart des terres arabes non cultivées, 70%. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est McKinsey. Et donc, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une espèce d'afro-optimisme qui est en truc. Mais l'Afrique, c'est 54 pays, donc il est important qu'on commence à se réunir. Là, c'est la France qui prend l'initiative finalement de nous réunir pour ça, mais je pense qu'après, tous les acteurs, encore une fois, qui sont dans une logique bienveillante, sont à prendre en considération. Il y a un lien qui est là entre la France et les pays d'Afrique, principalement l'Afrique francophone, mais qui est établi. On a tous de la famille sur les 2 continents et dans les différents pays. Donc construisons dessus une relation finalement qui va être vertueuse, qui va nous apporter à tous. La France a une grande réflexion, une réflexion très profonde par rapport à un truc. Elle a une capacité d'influence via l'Union européenne, le Conseil de sécurité et autres, donc au niveau mondial. Aujourd'hui, on est face à des défis qu'il va falloir influer au niveau mondial. Il est temps que l'Afrique prenne sa place aussi. Donc je pense, aujourd'hui, on peut la prendre communément, mais il est évident qu'on le voit bien, l'Afrique est une force qui émerge, mais l'Afrique n'est qu'une force que quand elle est
unie. Donc il faut aussi qu'on revienne un peu aux idées de nos pères fondateurs, de dire il nous faut une Afrique unie, une Afrique forte qui va prendre sa place. Et on sait d'ailleurs très bien que demain, le jour où l'Afrique va vraiment prendre sa place, je crois que sa voix sera sérieusement entendue. Vous savez, il y a toujours la question bonus, serait de vous demander comment définiriez-vous un entrepreneur africain? Je vous ai dit, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il faut arrêter entrepreneur africain, entrepreneur chinois, entrepreneur américain. On est tous des entrepreneurs. Et je dirais même, l'entrepreneur africain est plus agile. Parce que quand on voit le contexte dans lequel il évolue, les difficultés qu'il rencontre, moi, je dis ici, j'ai investi dans une société en France. En 2 mois, 5 rendez-vous, on a eu un prêt de 300 000 euros. Sur 7 ans, avec 1 an de différé. Vous allez avoir ça où en Afrique? Vous n'avez pas. Donc, quand vous êtes dans du confort comme ça, vous savez, les difficultés créent l'agilité et finalement une forme d'intelligence dans les affaires que n'ont pas le truc. D'ailleurs, si vous regardez, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur les populations de la diaspora, en montrant qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup de startups étaient lancées par les populations de la diaspora. Parce que la relation au risque, la relation donc à mouvoir dans des contextes qui bougent, qui sont compliqués, donc nous, en fait, aujourd'hui, on est les plus armés pour le monde de demain. On est les plus armés pour avancer dans un monde, d'ailleurs les gens parlent de VUCA, c'est un monde volatile, incertain, complexe, etc. Nous, on vit avec ça depuis des années, donc on est à l'aise déjà. Nous, on n'est pas sur des programmations sur 15 ans où on sait que l'argent va rentrer, on ne va pas avoir un prêt là-bas, il y a des trucs. Donc les entrepreneurs africains, en fait, sont prêts pour le truc. C'est juste qu'ils ne sont pas au courant. Donc il faut qu'on leur redonne des ambitions et qu'ils aillent conquérir le monde. Merci beaucoup, Monsieur Karim Sy. À bientôt. Merci. Au revoir.